Bonsoir à tous, vous avez choisi le meilleur créneau pour donner donc un bon élan pour démarrer bien évidemment la soirée. C'est sur BB24, ça se passe encore que c'est le début du week-end. Vous avez fait un très bon choix, c'est le grand rendez-vous. Bienvenue à chacun et à tous. Alors sont invités ce soir, mesdames et messieurs, un enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, un chef cuisinier, il est également diététicien honoré, bien sûr, il a honoré le Bénin à l'international. On va le recevoir bien évidemment et aussi un réalisateur cinéma. Voilà donc les trois invités pour les trois plateaux de ce grand rendez-vous qu'on va ouvrir juste derrière la météo. Le grand rendez-vous d'avant ce week-end reste collé bien sûr à l'actualité. On est 1er juin 2018 et bien sûr ça parlera de la 34e journée nationale de l'arbre. Le thème arbre, économie verte, ville durable sera passé au pain fin tout à l'heure sur nature et bien-être. L'art culinaire béninois est distingué à l'international. Nous allons recevoir le lauréat et un chef cuisinier diététicien également sur la rubrique Espère pour donc parler de cet honneur offert donc au Bénin. Parlant de valorisation du Bénin, il faut impliquer le cinéma et c'est ce que compte faire le jeune réalisateur béninois Samson Adiako à travers son projet, son prochain projet voilà, cinématographique bien évidemment. On parlera de tout ça sur Horizon Culture. Vous savez, le grand rendez-vous, c'est également le journal et elle est déjà présente, Amadine Aniambossou, pour nous présenter bien sûr les grandes articulations de cette édition. Bonsoir Amadine. Bonsoir à vous. Assum Gaba. Au menu du journal ce soir, la célébration aujourd'hui de la 34e édition de la Journée nationale de l'arbre. Nous allons nous intéresser au suivi des plans mis en terre chaque 1er juin. L'Association pour l'intégration des personnes handicapées intellectuelles du Bénin se bat pour l'intégration sociale des personnes en situation de handicap. Elle a organisé une conférence débat pour sensibiliser l'opinion publique. Nous parlerons également du drame halieutique sur le lac Toho. La vie a repris son cours, mais les activités de pêche sont interdites jusqu'à nouvel ordre selon un arrêté préfectoral. Rendez-vous à 19h45 pour le développement de tous ces titres. Et bien sûr que nous serons à ce rendez-vous-là, à Amandine Aniambossou, tout à l'heure à 19h45. Oui, là, je vous laisse vous préparer pour le 19h45, puisque sur Nature et Bien-être aujourd'hui, je serai seul avec votre invité que vous avez invité pour nous. Il s'agit bien sûr de M. Edmond Sosouké dans un instant. Allez, on passe bien sûr à Nature et Bien-être.
Nature et bien-être. Aujourd'hui, nous parlons de la Journée nationale de l'arbre. C'est la 4e édition au Bénin. Et donc, on parlera bien sûr du thème de cette année. Il s'agit bien sûr de arbre, économie verte et puis développement durable. Alors, qu'en est-il en réalité, ou ville durable, qu'en est-il en réalité? Vous saurez tout ça dans un instant. Mais avant, suivons déjà ce reportage signé Christelle Tomolo. Face au changement climatique et l'avancée du désert, l'arbre représente une solution alternative. L'arbre apparaît alors comme une nécessité puisqu'elle symbolise la vie. Engager le reboisement sur le plan national et international. Et depuis très longtemps, le Bénin s'est engagé dans ce processus et c'est ça qui a permis de reboiser un certain nombre d'espaces. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se poursuit puisque l'arbre est toujours nécessaire. Le Bénin a opté depuis les années 85 pour une journée nationale de l'arbre, une tradition perpétuée tous les ans. Il s'agit surtout d'encourager les Béninois à mettre des plants en terre, mais aussi à veiller à leur entretien. Le suivi rentre dans le cadre de la politique générale de l'entretien des espaces verts et des espaces publics de la ville. Donc, annuellement, il y a un programme qui est élaboré. Ce programme est validé par les autorités et c'est ce programme qui est mis en œuvre. C'est vrai que pour l'entretien, par rapport à certains espaces, on est obligé d'associer les ONG et certaines associations de bonne volonté qui nous aident à cet effet. L'action béninoise a besoin de formation et information. La ville de Cotonou n'est pas verte. Les villes en voie de développement ne peuvent plus être vertes parce que toutes les hautes herbes ont été remplacées par des hauts bâtiments. Planter un arbre reviendrait alors à poser un acte impérissable. Bonsoir, docteur Edmond Soussoupé. Oui, bonsoir, monsieur Gaba. Oui, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau de Nature et Bien-être sur le Grand Rendez-vous. C'est toujours un plaisir pour moi. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons bien sûr de la Journée nationale de l'arbre. C'est la 34e édition cette année. Est-ce que vous pensez que cette initiative est en train vraiment de porter le fruit de cette promesse? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a 34 ans, le président Mathieu Kérékou prenait un décret pour instituer la journée nationale de l'arbre. Oui. Parce qu'au retour d'un voyage en avion au-dessus de la ville de Cotonou, il a trouvé que cette ville-là est dépourvue d'arbres. Il n'y avait que des bâtiments. Alors qu'il revenait de Nairobi, une ville totalement à l'opposé de ce qu'il a constaté. Okay. Donc c'est sur la base de ce constat qu'il a initié la Journée nationale de l'arbre. Et tous les ans, donc le 1er juin de chaque année, les populations du Bénin mettent en terre des plants. Des plants. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, du haut de Cotonou, on peut vraiment observer que c'est vert? Non, justement, 34 ans après, la ville de Cotonou n'est pas encore une ville verte. Et c'est regrettable parce que plusieurs actions ont été menées. On ne peut pas dire que rien n'a été fait depuis 34 ans, mais il y a deux situations qu'il faut fustiger. Il y a que, en mettant des plants en terre, il n'y a pas un plan de suivi. Mais les plants, c'est comme un bébé qui naît, il a besoin de lait pour grandir. Donc les plants ont besoin d'eau, ont besoin d'entretien pour grandir et devenir autonomes. Mais on ne leur apporte pas cet entretien-là. Si bien que chaque année, on met en terre des plants, mais sur 100 plants mis en terre, à peine 2 ou 3 arrivent à survivre. Deuxième élément... Sur 100, hein? Oui, oui, bien sûr. À peine 2? 2, à peine 2. Hein? Deuxième élément, c'est l'incivisme. Le peu d'arbres qui arrivent à émerger sont soumis à des amputations, à des décortiquages. On enlève l'écorce pour sa vertu médicinale, alors que chaque année, si on en plantait suffisamment, on pouvait continuer à exploiter
les vertus de certains plans. De certains plans. Alors, cette année, on a choisi comme thème arbre, économie verte, ville durable. Que vous inspire déjà ce thème? Est-ce que vous pensez que l'arbre est source d'économie verte et peut donc engendrer une ville durable? Oui, mais justement, l'arbre, il y a une relation directe entre l'arbre et une ville durable. En compte tenu des rôles que l'arbre joue dans une ville. Vous savez, l'arbre a plusieurs fonctions. Je vais en citer quelques-unes seulement. Je parle des fonctions écologiques, par exemple, au plan urbain. L'arbre, de par sa position, permet d'abaisser la température de l'air. Il a été démontré que les arbres dans une ville, lorsqu'ils sont bien positionnés, ils sont capables de réduire de 8 degrés la température de l'air. De 8 degrés. De 8 degrés la température de l'air, ce qui correspond à la réduction de la climatisation dans la ville de 30%. Vous voyez, si on peut réduire la climatisation dans la ville de Cotonou de 30% aujourd'hui, ça veut dire qu'une bonne économie sera faite sur le plan de la consommation de l'énergie. Nairobi, la capitale du Kenya, oui, c'est autour de entre 16 et 20 degrés. Ce qu'on peut bien évidemment avoir ici également. Mais bien à Cotonou, sûr, si on met suffisamment de la végétation, ça va jouer ce rôle-là de rôle tampon par rapport à la température. Deuxième élément, les arbres à l'intérieur d'une ville, surtout d'une ville animée comme Cotonou, vont jouer le rôle de filtre de l'air. L'air que nous respirons, vous savez qu'à Cotonou, il est assez chargé de particules. Et lorsqu'on aura une foresterie urbaine bien fournie, les arbres vont être le piège de ces particules-là. Donc ça va jouer un rôle de filtre à air. Donc les arbres, par la photosynthèse, vont capter donc... Non, pas la photosynthèse, ça c'est un autre rôle. La photosynthèse, les arbres vont fixer le dioxyde de carbone. Ils vont soustraire de notre environnement l'excès de gaz à effet de serre. Donc ça va jouer un rôle important pour éviter de contribuer encore au changement climatique. Mais ce dont je parle, le feuillage des arbres constitue un piège pour les particules. Donc les particules se déposent sur les feuilles et donc l'air devient purifié. Donc troisième fonction, c'est la fonction, disons, de régulation de l'eau, notamment de l'eau pluviale qui peut occasionner l'inondation. Donc une ville suffisamment verte va être enclin de moins en moins à des risques d'inondation. Voilà. Alors, est-ce ça dit qu'on n'a pas encore compris l'intérêt de planter les arbres, d'avoir vraiment des villes vertes? Est-ce que c'est... Non, je pense, monsieur le journaliste, que c'est... Il y a une certaine compréhension de tout le monde de l'importance de l'arbre. Parce que quand vous circulez dans une ville comme Cotonou et vous prenez l'axe Bédio-Mendé centre d'accueil, il n'y a que ça. C'est du confort. Il n'y a que ça mais c'est du confort. Qu'on cite comme exemple aujourd'hui. Tous les depuis axes, 34 ans. tous les axes de la ville de Cotonou auraient pu être comme ça. J'ai cité les deux raisons. Je me rappelle, il y a quand même des quartiers qui portent même des noms d'arbres. Quand on parle d'Atikamé, c'est-à-dire c'est la zone des arbres et tout. Ça. Mais il n'y a plus d'arbres là-bas. C'est devenu étage, ciment quand même. Très bien. Quelqu'un a dit tout à l'heure que les hautes herbes ont laissé la place aux immeubles. Donc c'est ça. On pouvait faire une bonne combinaison entre l'urbanisation et la foresterie urbaine. Alors, quand on parle d'économie verte, c'est quoi en réalité? L'économie verte, je vais définir ça par rapport à 3 entendements. D'accord. Donc, le premier entendement, c'est que l'économie verte représente la part de l'activité dont la finalité est la protection de l'environnement. Donc, tout ce que nous devons faire, nous devons viser la protection de l'environnement. Donc, toutes les activités qui concourent à la protection de l'environnement
constituent des activités de l'économie verte. OK. Deuxième entendement, c'est que l'économie verte peut aussi s'entendre comme l'ensemble des activités dont les impacts sur la nature sont diminués grâce à l'internalisation et à l'internalisation des coûts environnementaux. Donc, quand je veux faire une activité, je dois pouvoir faire des études d'impact pour voir comment je contribue à réduire les impacts de cette activité sur l'environnement. Sur l'environnement. Voilà. Donc, quand je fais ça, je mène une activité d'économie verte. Voilà. Okay. Par exemple, ceux qui ont des maisons de lavage d'auto, qui utilisent vraiment des détergents qui polluent réellement l'environnement, donc doivent trouver des mécanismes, pour piéger ces détergents-là. Au lieu de libérer l'eau usée directement dans la nature, puisque quand on libère dans la nature, ça va dans la nappe et ces détergents-là vont revenir encore, ça tue les organismes, mais ça va revenir encore dans les usages quotidiens des populations, ce qui est extrêmement dangereux. Voilà. Et donc c'est ça l'économie verte définie donc sur trois aspects. Oui, sur le troisième aspect, c'est que l'économie verte peut aussi s'entendre comme un processus de mutation profonde de l'économie. Okay. Une forme d'écologisation, écologisation. Voilà. Donc on donne à l'activité un aspect écologique. Voilà. Oh, ok, voilà donc. Et quand on parle de ville durable, ça dit qu'il faut avoir beaucoup d'arbres dans la ville ou... une ville... C'est une manière de permettre à la génération future donc, de bénéficier, de vivre sainement et puis en bonne santé également dans ces villes-là. Une ville durable est une ville dans laquelle il y a un équilibre entre les conditions environnementales et les activités économiques. Donc c'est ça qu'on appelle ville durable. Une ville dans laquelle l'écologie a sa place et l'économie aussi a la sienne. Donc cette parfaite combinaison entre l'écologie et l'économie dans une ville fait de cette ville-là une ville durable. Alors donc planter les arbres nous permet donc d'avoir une économie verte et une ville durable. Oui, mais planter les arbres, ce n'est pas suffisant. Planter et entretenir les arbres jusqu'à leur autonomisation. Donc, nous avons suffisamment planté d'arbres dans ce pays, mais on n'est pas encore arrivé à atteindre ce niveau de végétalisation qui nous sécurise. Lorsque vous entrez dans une ville, il y a suffisamment d'arbres. Les arbres jouent aussi ce qu'on appelle le rôle de brise-vent. Donc, les tempêtes qui peuvent détruire plusieurs constructions, peuvent être déjà ralenties, peuvent être amorties, ne serait-ce que par le couvert végétal. Le couvert végétal. Et donc, entretenir, c'est-à-dire planter, entretenir. Oui. Mais il faut savoir également quel type d'arbre il faut planter. Très bien. C'est ça, le type d'arbre. Je crois que le problème de Cotonou, je l'ai évoqué un certain nombre de fois déjà, c'est qu'on ne plante pas les arbres qui sont adaptés à la foresterie urbaine. Parce que les arbres dont la cime va se développer en hauteur mettent en mal tous les ouvrages aériens qui ont été mis en place. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'ouvrages aériens chez nous ici à Cotonou. Et des arbres aussi qui vont avoir des racines fasciculées, c'est-à-dire des racines très ramifiés, vont aussi déranger un certain nombre d'ouvrages, ne serait-ce que les ouvrages routiers. Parce que si vous prenez certains axes, le goudron est soulevé simplement par l'extension des racines d'un arbre. Donc, il y a nécessité de voir quel type d'arbre on plante. Moi, j'étais à Marrakech, j'ai été séduit par un fait. Les habitants de Marrakech ont rendu leur ville verte, ce n'est pas seulement ça, mais ils ont utilisé un certain nombre d'espèces. Il y a des rues qu'on va appeler les rues des orangers,
parce que c'est les orangers qu'on a plantés là. Qu'on a planté là. Il y a la rue des oliviers, c'est les oliviers qu'on a plantés. La rue des citronniers, c'est des citronniers qu'on a plantés. Donc vous voyez, une façon originale de faire de la foresterie urbaine. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup à vous, Dr Monsou-Soukpe, d'être venu vraiment sur ce plateau nous parler de villes vertes, d'économie verte, de villes durables, liées bien sûr à l'arbre. L'arbre qu'il faut planter, entretenir et sélectionner. Sélectionner vraiment l'espèce. Merci beaucoup à vous. C'est un plaisir. À très bientôt. Merci. Alors, nous allons parler de distinction, voilà, de l'art culinaire béninois à l'international. Bien évidemment, ce sera avec l'expert sur ce grand rendez-vous. Là, il nous revient tout droit de Brazzaville avec cette distinction à l'honneur de l'art culinaire béninois. Il s'agit bien sûr de Yves Adéon, diététicien, formateur, chef cuisinier. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là avec votre trophée. Je lis panier de cuisine, 3e édition. Est-ce le premier prix, c'est ça? Non, le deuxième prix. Le deuxième prix. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Expliquez-nous un peu les coulisses de cette compétition liée, bien sûr, à l'art culinaire. Merci, monsieur. Ça s'est passé à Brazzaville, du 25 au 27 mai passé. J'ai été sélectionné pour cette compétition. OK. Et on était 12 candidats venus de plusieurs pays. Il y avait le Gabon, Togo, Nigeria et Brazzaville et Congo-Kinshasa. OK. Donc c'était environ 4 ou 5 pays. Gabon. Non, il y avait au total 10 pays. 10 pays, hein? Oui, mais faisaient partie 3 Congolais. Voilà. OK. Qui avaient participé à cette compétition. À cette compétition-là. Donc Exactement. la compétition est intitulée Panier de cuisine. Panier de cuisine, qu'est-ce qui a été donc proposé? Est-ce que vous avez préparé en live? Qu'est-ce qui a été fait de façon pratique? Comment ça se passe? On te donne un panier. C'est pour ça ils ont dit panier de cuisine. On te donne un panier où on met les ingrédients dedans. Peut-être tu vas trouver un peu de tomates, laitue, persil, viande ou si c'est poulet. Maintenant, eux, ils font le panier. On vous donne le panier et on fait des tickets. Chacun va sélectionner son ticket. Et sur chaque panier, il y a ce ticket. Et là, tu vas voir le ticket que tu as choisi, c'est numéro 2. Tu vas trouver panier numéro 2. Ah, d'accord. Et là, tu prends. Maintenant, on te demande de t'inspirer du panier et de créer quelque chose. Donc, c'est à base de ce que tu vas trouver dans ce panier que tu vas réaliser un plat. Des fois, tu réaliseras 2 plats. Donc, le premier jour, c'était toujours des entrées. Ça a été très facile. Voilà. Le deuxième jour, c'était un live. Ils ont bloqué la voie. Donc, il y avait des invités, des autorités qui étaient arrivés. Bon, c'était carrément sur une grande voie. Exactement. De Brazzaville. Exactement. Wow. Donc, ça s'est passé devant La Petite Faim. C'est un restaurant. C'est l'organisateur a un restaurant là-bas. Okay. Ça s'est passé devant son restaurant. Donc, c'est comme ça. Ça s'est passé. C'était une soirée barbecue en live. Ah. Donc, vous avez fait des méchouis et autres, c'est ça? Ah, ben non, parce qu'on n'aura pas assez de temps pour faire des méchouis. D'accord. Mais moi, par contre, j'ai réalisé un poisson que j'ai présenté et dans laquelle la décoration était un panier de citron et puis une rose de tomate. C'était ça qui avait composé, je crois, la décoration de l'assiette. De l'assiette. Exactement. Donc, vous avez fait du poisson avec la tomate et puis un peu de citron, c'est ça? Exactement. Parce que c'était des tomates grillées qui avaient accompagné le poisson comme garniture. Comme garniture. Maintenant, la finale, ça s'est passé à Pefako Hotel. C'est un hôtel de 5 étoiles, tout juste à l'entrée de l'aéroport Maya Maya. Donc, il y a eu d'abord une première manche, après... Deuxième manche. Troisième manche. Troisième manche. Oui. La troisième manche, c'était la finale. Exactement. La troisième Ils manche, ont procédé par élimination, c'est ça? Oui, c'est ça. Waouh. Ouais. Donc, vous étiez en finale? Oui, j'étais Combien en finale au total?
Bon, 3. 3. 3 finalistes. Exactement. La demi-finale, on était 6. OK. Donc, ils ont éliminé 3 et ça restait 3. Donc, bon, pour la première qualification, j'étais le premier. Ah, d'accord. Voilà. En demi-finale, j'étais deuxième. Et la finale, je suis encore deuxième. Deuxième. Voilà. OK. Eh bien, mais qui était le premier? Qui a eu le premier prix? Alors, c'était un Congolais. Un Congolais. Ouais. Et le Béninois est deuxième. Exactement. Qui était derrière vous? Pour la finale. La finale, oui. C'était une Congolaise aussi. Une Congolaise, troisième. Oui, exactement. Wow, 2 prix pour le Congo et 1 pour le Bénin, parlant bien sûr de ceux qui ont fait le déplacement donc, vers ce pays-là. Et donc, on peut dire que c'est l'art culinaire béninois qui a été donc ainsi honoré par votre personne. Aujourd'hui, vous êtes rentré donc avec ce titre du panier de cuisine pour la 3e édition. Vous avez appris tout ça par quel couloir aujourd'hui? Bon, la cuisine d'abord, je me suis inspiré un peu de ma mère qui cuisine déjà et elle est un peu dans le traiteur, mais actuellement elle a cessé. Elle a cessé. Exactement. Donc après ça, j'ai fait une formation. Et après, j'avais fait mes stages à Lomé et je suis revenu au pays. Chez elle, je travaille actuellement dans un hôtel de la place. Okay. Donc, c'est de là que je me suis inspiré. OK. En fait, et je continue à m'inspirer. Et aujourd'hui, je vais dire, je crée à base de tout ce que je vois. Et naturellement, de la jolie dame qui m'inspire plus. Voilà. Voilà. Et donc, vous aviez appris, si on comprend bien, c'est depuis la maison que ça a commencé. Exactement. L'histoire de la cuisine avec vous. Donc aujourd'hui, vous arrivez à préparer donc, dans des restaurants de renom en réalité. Exactement. Aujourd'hui. Alors donc, après donc, cette distinction, quelle est la suite? Qu'est-ce que vous pensez faire pour l'art culinaire béninois? Puisque vous êtes également formateur. Exactement. Oui. Dites-nous, que pensez-vous faire pour l'art culinaire béninois? Bon, actuellement, je suis en partenariat avec une structure de la place. Je crois que c'est au pluriel, avec laquelle je travaille. Et bientôt, on aura un centre de formation pour tous ceux qui aimeraient apprendre la gastronomie africaine, pour ne pas dire la spécialité béninoise. Transformer tous nos repas et faire des trucs extraordinaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Il faut valoriser ce que nous mangeons. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne savent pas cuisiner. On pense que, bon, mettre l'eau sur le feu, mettre du piment, assaisonner, non. Il y a un temps pour cuire la nourriture. Donc, il y a des codes. Exactement. Il y a des codes qu'il faut donc maîtriser en réalité. Exactement. Parce qu'au fait, ce que nous mangeons, il faut que ça apporte un plus dans l'organisme. Mais nous mangeons pour nous détruire. On se détruit à base de ce que nous mangeons. Or, au contraire, ce que nous mangeons devait nous apporter un plus dans l'organisme. Mais c'est parce que nous ne savons pas cuire ces aliments. C'est ce qui provoque ces maladies aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez que la cuisine au Bénin nourrit vraiment son homme, le cuisinier? Ce n'est pas préparer à la cuisine et puis manger tout simplement, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est un métier qui valorise? Oui. La cuisine, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est ce que je dis, il faut savoir se vendre. La plupart des cuisiniers aujourd'hui, c'est ça qui nous tue. C'est parce qu'ils ne savent pas se vendre. Ça ne suffit pas de dire, ben, je suis cuisinier et je travaille, et puis bon, non, ça ne s'arrête pas là. Mais il faut avoir de la finesse. C'est ce qui fait la différence entre un cuisinier et une femme de ménage. Une femme de ménage. Parce que toute personne peut préparer. Mais ce qu'un cuisinier va réaliser, une femme de ménage ne peut jamais le faire. Parce que c'est de l'art, il faut créer. Il faut sortir quelque chose de raffiné. De raffiné. Et là, quand la personne voit, la personne dit « waouh ». C'est ça qui fait la différence. Maintenant, quand tu as cette finesse, les gens te cherchent. Ça, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc, ça veut dire qu'il y a un marché qui existe pour les cuisiniers professionnels au Bénin. Exactement. OK. Oui. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez votre participation, ça a été fait, est-ce que le gouvernement béninois vous a accompagné, parlant bien sûr de la participation à cette compétition?
C'est vraiment dommage pour notre pays parce que aujourd'hui, je crois, à Cotonou, nous n'avons pas une fédération ou une association de cuisine. Par contre, dans tous les autres pays, ils en ont. Et je crois que c'est l'association qui a payé les billets d'avion pour la plupart des participations, des participants du moins. Mais ici, moi, je suis allé de mon propre zèle. Les billets, c'est à mes propres frais. Waouh. Ouais. Ah, vous avez autant d'argent jusqu'à ce point. Non, ben, la chance, c'est que moi, je travaille, mais je suis encore dans le traiteur. OK. Je suis service traiteur, donc tout ce qui est restauration, c'est ça qui me rapporte un peu aujourd'hui. Donc, vous êtes allé sur vos propres fonds, vous avez financé votre participation vous-même. C'est un autofinancement. Oui. Et là, vous dites que normalement, il faut donc avoir une association des cuisiniers et que cette association fasse maintenant la promotion des membres qui donc la composent en réalité. Exactement. C'est ce qui se fait dans les autres pays. Exactement. Et c'est ce que vous proposez aujourd'hui maintenant aux autorités béninoises. Exactement. Comment pensez-vous mettre en œuvre cela, parce que c'est une proposition que vous faites. Oui. Comment est-ce que cela puisse être possible aujourd'hui? Il faut passer par quel moyen, par quel canal aujourd'hui pour le faire? Bon, je crois par les médias, je crois que c'est le seul moyen d'aller plus vite. Et parce qu'aujourd'hui, quand vous écrivez même au ministère pour dire, bon, nous sommes des cuisiniers, on veut si... Les gens ne calculent pas ça. On dit, ben, ceux-là, ils veulent faire quoi ici? On n'a rien à foutre d'eux. Donc, du coup, ce dossier, c'est classé. C'est classé. Donc, les gens ne prêtent pas attention à ce métier. Or, ce qu'ils oublient, s'ils mangent aujourd'hui, c'est grâce aux cuisiniers. S'ils sortent de leur maison heureux, si par exemple, ils rentrent à la maison et le cuisinier prépare très mal, mais il se fâche, il est très mécontent. Voilà, c'est ce qu'ils oublient. Ils oublient ce point-là, que grâce au cuisinier, le cuisinier leur donne la joie. Et c'est comme ça le cuisinier peut les mettre en colère. Rapidement. Et le cuisinier détient la vie d'une famille. Donc, au contraire, on doit bien s'occuper des cuisiniers, entretenir ces gens. Parce que les gens ont une autre vision sur les cuisiniers. Que les cuisiniers. Qui ne pensent pas qu'un cuisinier, c'est un raté. Non. Alors, pour ces gens de compétition qui peuvent quand même aider les cuisiniers béninois à se faire valoriser même à l'international, puisqu'il n'y a pas d'initiative en tant que telle sur le plan national, ou avoir donc ces genres d'informations. Je voudrais vous demander, vous, comment vous avez eu l'information de cette compétition panier de cuisiniers? Bon, moi, j'ai eu cette information sur Face. Et secondo, je suis dans plusieurs groupes de cuisine. OK. Il y a un groupe sur Face, Africa in Chef. Sur Facebook. Oui. Il y a un groupe de WhatsApp de Star Chef. Donc, il y a plusieurs nationalités qui sont dans ce groupe. D'accord. Donc, ce qui me permettait d'être à l'écoute des infos. Et ma chance, c'est que moi, j'avais beaucoup voyagé. J'ai fait un peu la Côte d'Ivoire, Mali, Dakar, Sénégal, Togo et Guinée. Donc, j'ai plusieurs contacts dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays. Donc, c'est à travers votre réseau. Exactement. Mais c'est un réseau quand même à partager aussi avec vos confrères ici au Bénin. Oui. Au fait, ce réseau, la plupart des réseaux sont encore sur Facebook. La plupart des réseaux que j'utilise, c'est sur Facebook. C'est sur Facebook. Voilà. Maintenant, il y a tout ça. Parce qu'il y a des annonces qui passent sur Facebook quand tu es cuisinier et que tu sais comment faire tes recherches. Parce que la plupart des gens, c'est eux qui te localisent par rapport à ce que tu publies. Tu publies, OK. Moi, par exemple, c'est grâce à mes publications qu'on m'a écrit. Ce n'est pas moi-même qui ai choisi, mais on m'a écrit pour dire, ah, il y a une compétition, mais on a vu votre profil, on a vu un peu vos présentations. Donc, est-ce que ça vous intéressait de participer à temps? Je crois que je ne suis pas le seul à qui la lettre a été envoyée. A été envoyée. Au Bénin? Au Bénin. OK. Il y avait plusieurs, parce qu'après, il y a d'autres qui m'ont contacté pour dire, ah, on les a contactés aussi, mais d'autres ont la volonté d'y aller, mais ils n'ont pas les frais
de... Ils n'ont pas eu les moyens. Ils n'ont pas eu les moyens pour pouvoir acheter le billet. OK. Donc, ils n'ont pas pu participer. Parce que le billet, c'est à votre propre frais. Mais la restauration, l'hébergement, c'est eux qui s'occupent de votre hébergement. De votre hébergement et tout ça. Vraiment, merci beaucoup à vous, Yves Adéon. Je rappelle que vous êtes diététicien, formateur et chef cuisinier, lauréat du deuxième prix panier de cuisine, 3e édition. Vous nous êtes revenu tout frais là, de Brazzaville. Et peut-être qu'on aura le temps, pourquoi pas, sur ce plateau de grand rendez-vous avec vous pour d'autres occasions de goûter quand même à votre savoir-faire, savoir-réalité. Quel goût, le goût Yves Adéon, on peut le dire, exact, comme ça. Ouais. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Vous restez avec nous, le temps bien sûr de faire la transition vers notre palais de culture, parlant toujours de valorisation de la destination Bénin. Et cette fois-ci, à travers l'implication du cinéma. C'est Horizon Culture. Alors, nous parlons de valorisation du Bénin. Il faut donc impliquer le cinéma et c'est ce que compte faire d'ailleurs même le réalisateur Samson Adjako à travers bien sûr son prochain projet cinématographique, son prochain film. Bien évidemment, on va le recevoir dans un instant, mais avant, suivons un extrait d'un de ses films. Il s'agit bien sûr de Omo Owo Oba. Oh, bats-toi après. Tu as les bras vigoureux, mais tu manques de technique. Bats-toi, allez. Ah, les légendes que nous racontaient nos parents n'existent plus aujourd'hui. Si, Sika, il faut y croire pour que ça arrive. Moi, c'est Nami. J'y crois fortement. Et je sais qu'un jour, le prince finira par porter son regard sur moi. Je vais porter de l'eau à mon prince. Ô déesse, ô vénérable Aovi, ton fidèle serviteur te salue et t'honore humblement. Dévoué serviteur, suis mes instructions à la lettre et tu auras ce que tu désires. Ordonne, vénérable maîtresse, et j'exécuterai. Une grande et lourde tâche t'attend pour sceller définitivement le pacte des temps. Tu dois éliminer tous ceux qui se mettront à travers de mon chemin. Mais pour l'instant, tu dois épargner le vieux devin, car lui, il fait partie de mon plan. Voilà un extrait de Owo Omo Oba, c'est ça? Bonsoir Samson. Bonsoir Assoum Gaba, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau pour parler de ton initiative qui consiste bien sûr à vendre la destination Bénin à travers le cinéma. Comment ça marche en fait? Merci beaucoup. En fait, mon objectif c'est tout simplement de redonner au cinéma ce qu'il mérite, c'est notre noblesse, parce que aucun diplomate du monde ne peut vendre une destination mieux que le cinéma.
Et je pense que l'erreur n'est pas à nos autorités ou à qui que ce soit. Il revient à nous, les professionnels, de persuader, de rappeler à la conscience collective que mieux que quiconque, le cinéma est l'outil le plus puissant pour vendre la destination Bénin. Et c'est ce que nous avons l'objectif de faire à partir de nos prochaines œuvres, à commencer par ce film long métrage pour une poignée de Gombo. Alors, un long métrage pour vendre la destination Bénin, c'est quoi? Quel est le contenu? Comment ça va se passer? Parce que je sais que vous vous êtes spécialisé dans l'adaptation des œuvres littéraires africaines. Oui, effectivement, vous savez, lorsque vous avez l'occasion de voyager, vous revenez forcément avec de nouvelles réflexions, de nouvelles initiatives. Oui. Et lorsque nous étions au FESPACO 2017 et que nous avons ausculté un peu l'environnement cinématographique international, nous nous sommes dit qu'il nous revenait, même si nous avons vocation de faire des films d'auteur, il nous revenait de nous spécialiser dans l'adaptation des œuvres littéraires, pour deux raisons. La première, oui, c'est que nous n'allons pas réinventer la roue. 80% des films, des grands films du monde, dans tous les pays qui se respectent, sont des adaptations. La deuxième raison, c'est que nos auteurs ici font un travail extraordinaire et un talent fou. Ça ne nous coûte rien de profiter de ces années d'expérience et de donner une seconde vie à leurs œuvres en les portant à l'écran. Je pense que c'est dans cette dynamique que moi j'ai décidé de me mettre pour les prochaines années en adaptant les œuvres littéraires africaines. Alors, il y aura combien d'œuvres dans ce projet à adapter? Alors, je commence, j'ai déjà eu pas mal de négociations avec plusieurs auteurs. Je continue, que ce soit des pièces de théâtre, que ce soit des romans. J'en ai eu pas mal, mais je voudrais démarrer par, pour l'instant, mon premier coup de cœur, qui est donc l'œuvre de la romancière, la brillante auteure Sophia Donon, qui est une franco-béninoise, qui a écrit un roman extraordinaire qui s'appelle « Pour une poignée de Gombo », et qui a la particularité d'offrir un terreau favorable à un professionnel du cinéma de ma trempe. Parce que, vous savez, c'est une œuvre qui raconte des histoires parallèles, ce qu'on appelle chez nous le film choral. Vous savez que dans une chorale, il y a plusieurs pupitres. Oui. Et donc, ça raconte plusieurs pupitres d'histoire et qui, à un moment donné, se croisent et se brisent. Et ça, c'est quelque chose de fort que j'ai retrouvé. Des histoires qui reflètent le Bénin? Voilà, des histoires qui reflètent le Bénin, qui reflètent nos réalités, qui parlent de deux sœurs et qui ont dû se tourner le dos parce qu'elles sont tombées amoureuses d'un même homme. Et ce qui est fort dans cette histoire, c'est la présence de nos divinités, la force du vaudou, la force de nos cultures, en disant, lorsque vous brisez les lois de la nature, elle se retourne forcément contre vous. Ça peut se passer à l'Occident, mais en Afrique, ou particulièrement au Bénin, il y a d'autres réalités. C'est ça, c'est absolument cette réalité qu'il faut montrer au monde. Parce que souvent, quand nous voyageons, les gens nous demandent si vraiment tout ce que nous racontons se passe effectivement. Je pense que lorsque nous arriverons à porter toutes ces réalités-là à l'écran, le monde aura un autre regard plus sérieux. Vous savez, quand vous regardez les films hollywoodiens, eux, ils se disent que c'est l'imagination. Mais ici, lorsque nous ferons des films de cette facture, ils seront conscients que chez nous, c'est la réalité. C'est la réalité. Et là, c'est la grande différence en Afrique. La grande différence. Alors, vous avez pris plusieurs initiatives pour donc financer ce film. J'entendais une collègue me disait la dernière fois, écoutez, Samson, c'est pas ce qui se passe dans sa tête. Les cinéastes, ils sont un peu bizarres, mais il veut procéder par le crowdfunding pour financer son prochain projet, un projet qui vend quand même la destination Bénin. Oui. Vous savez, il ne faut pas attendre l'État pour tout faire. Comme je vous l'ai dit, il faut persuader d'abord l'État. Et lorsque l'État sent que vous avez fait des efforts, il peut vous accompagner. Le crowdfunding est un principe qui n'est pas nouveau. C'est seulement au Bénin qu'on trouve que c'est original. Et d'ailleurs, le Bénin n'offre aucune possibilité formelle de pouvoir faire du crowdfunding. La plupart des structures, des plateformes qui font du crowdfunding dans le domaine culturel n'intègrent pas le Bénin. C'est une réalité que je vous dis. Mais nous avons trouvé une possibilité quand même de rassembler. On va revenir à cette possibilité-là tout à l'heure parce qu'il y a quand même ce contraste-là. Un film
qui vend le Bénin. Un Bénin qui n'offre pas de possibilité pour le crowdfunding. C'est un peu compliqué. Pour une plateforme formelle. Alors, on va y revenir dans un instant. Juste le temps, bien sûr, de suivre le journal avec Amandine Aniambo-Oursou, déjà présente dans la rédaction de BB24. Il est 19h45. C'est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Voici les titres du journal. Arbre, économie verte et ville durable, c'est le thème de la 34e édition de la Journée nationale de l'arbre. Célébrée ce 1er juin, les plans mis en terre depuis des années manquent de suivi sur le terrain. Lutter contre la stigmatisation à l'endroit des personnes en situation de handicap, l'ONG La Chrysalide en fait son cheval de bataille. Elle a organisé ce jeudi une conférence débat pour marquer ses 20 ans d'existence. Drame halieutique sur le lac Toho, une semaine après l'incident. La vie a repris son cours. Les activités sont interdites sur le lac jusqu'à nouvel ordre selon un arrêté préfectoral. Aujourd'hui, 1er juin, le Bénin célèbre la 34e édition de la Journée nationale de l'arbre. L'amicale des femmes de l'ORTB n'est pas restée en marge de l'événement. 250 plants ont été mis en terre dans l'enceinte de l'office. L'objectif est de contribuer à la préservation de l'environnement. Autorités administratives et journalistes ont répondu présents à cette célébration. Il faut planter des arbres, certes, mais il faut les entretenir. Le suivi des plants mis en terre est capital, voire très important pour leur croissance. Que deviennent ces plants après le 1er juin? Réponse dans ce reportage de Christelle Tongodon. Des cocotiers qui se meurent les uns après les autres. Seuls les plus résistants survivent. Pourtant, l'arbre symbolise la vie. Avec ou sans fruits, l'arbre procure un mieux-être certain. L'arbre absorbe, disons, le gaz carbonique et essaie de donner, disons, l'air respirable aux populations. La plage de Fidroussé, à l'image d'autres sites stratégiques, abrite des espaces verts. Mais à chacun de ces endroits, les plants mis en terre sont confrontés à deux maux principaux: le manque de suivi réel et l'incivisme des usagers ou des riverains de ces espaces. Quand vous prenez par exemple les arbres qui ont été plantés au temps de la Révolution, tu n'avais pas le droit de laisser mourir ce plant qui est mis en tête devant ta maison. On constate qu'il y a des gens qui viennent ici pour couper les branches. Voilà, les plantes sont un peu fléchies, n'arrivent plus à planter comme ils le faisaient entre-temps. Le problème que nous avons, c'est le point de civisme. Vous constatez, si vous prenez par exemple l'avenue Stémez, il n'est pas rare de voir des gens qui littéralement prennent le terre-plein central sur lequel nous avons planté des arbres comme le lieu d'aisance a des effets très négatifs sur ces arbres parce que l'urine contient du sel, contient des éléments qui ne sont pas favorables à la survie de ces plants-là. Assurer la survie des plants est nécessaire pour faire du Bénin un pays vert. Et c'est dans cette dynamique que se trouve le service technique de la mairie de Cotonou. Chaque année, nous élaborons un programme d'entretien des espaces verts et puis des arbres d'alignement. Donc, dans cette politique, nous confions l'entretien des arbres à des structures extérieures que nous recrutons à travers des procédures d'appel d'offres ou de cotation. Nous avons des structures, des ONG qui nous accompagnent dans l'entretien de ces arbres. À cela s'ajoute la sensibilisation des riverains et des élèves. Mais ces différentes mesures sont-elles suffisantes? La question reste en suspens.
La journée de l'arbre est un moment où chaque citoyen doit s'acquitter de son devoir de mettre en terre des plants. Mais cela peine à entrer dans les habitudes des populations. Martial Coudérien, environnementaliste, nous explique l'importance et la relation que les arbres ont avec les humains. Il est au micro de Axel Dancy et Boris Aïna. Celui qui plante des arbres dans sa jeunesse aura de l'ombre pour sa vieillesse. Lorsqu'on prend les arbres de façon générale, on va faire la part des choses. Il y a des arbres qui sont pour nous source de nourriture. Lorsque nous prenons les fruitiers, il y a beaucoup d'arbres qui nous produisent des fruits pour manger. On connaît le rôle des fruits dans l'alimentation de l'homme. Il y a beaucoup d'arbres qui sont pour nous source de médicaments, c'est-à-dire que la médecine, qu'elle soit moderne ou traditionnelle, exploite beaucoup d'arbres, que ce soit les feuilles, les écorces, les racines. Ça nous permet de nous soigner. Donc l'arbre joue ces deux principales fonctions pour l'homme. Pour la vie de l'homme. Cela sous-entend que plus nous aurons des arbres sur la terre, plus nous pouvons avoir donc de la vie sur terre. Et si nous n'avons plus d'arbres sur la terre, nous devons savoir qu'il y aura donc plus de vie. La date d'ailleurs du 1er juin avait été choisie, mais cette date peut rester toujours une date centrale qui peut être encadrée par tout le mois de mai et tout le mois de juin, qui constituera une période relativement vaste qui permettra de faire du reboisement, qui permettra de planter des arbres pour espérer un résultat, quel que soit donc le moment où la pluie arrive. Je pense que nous devons travailler parallèlement à réduire la pauvreté, à améliorer le bien-être des communautés rurales pour vraiment espérer que les actions que nous menons dans le sens de la protection de l'environnement puissent véritablement porter. Autre élément dans ce journal, ils sont stigmatisés à cause de leur déficience, les personnes en situation de handicap intellectuel. L'Association pour l'intégration des personnes handicapées intellectuelles du Bénin se bat donc pour inverser ces tendances. Pour marquer ses 20 ans d'existence, elle a organisé, entre autres, une conférence débat sur les droits des personnes handicapées. Que faut-il retenir? Reportage Herman Amégan. Ils ne l'ont pas choisi, ils ne l'ont pas voulu. Pour la plupart, il s'agit d'une tare congénitale. Leur déficience, un retard psychologique et intellectuel par rapport aux enfants de leur âge. La société les désigne sous la dénomination de personnes handicapées intellectuelles. Les personnes handicapées intellectuelles ou les enfants handicapés intellectuels, c'est ceux qui ont du mal à comprendre, du mal à apprendre et qui n'ont pas la possibilité de se comporter comme c'est attendu par leur âge. Ça peut être des trisomiques, c'est-à-dire ils ont la trisomie 21, ça peut être des autistes, ça peut être des gens qui ont une infirmité motrice cérébrale et ça peut être quelqu'un qui a un retard dans les apprentissages. Et dans notre pays, souvent on les appelle les Torossou, les Torolou, parce qu'on dit aussi Yeino, parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire ce qu'ils doivent faire en corrélation avec leur âge. Le regard de cette même société sur eux est bien souvent méprisant et condescendant. L'éducation inclusive demeure un idéal, tant dans la pratique, la vérité du quotidien est tout autre. Résultat, ces personnes vivant avec une infirmité se retrouvent marginalisées. Lorsque vous êtes dans une situation de déficience, vous avez une déficience et que votre société, votre communauté est discriminatoire, vous n'arrivez pas à contribuer à l'animation de cette communauté-là. Vous n'arrivez pas à vivre dans cette communauté-là sans assistante. Vous n'arrivez pas à vivre dans cette communauté sans autonomie. Donc c'est dans cette situation qu'on parle de personnes handicapées. Donc le handicap, c'est l'interaction entre une personne qui a une déficience, mais qui vit dans un milieu hostile, qui présente des obstacles. Et pourtant, le Bénin a adopté en avril 2017 la loi portant promotion et protection des personnes handicapées. Mais rien ne semble véritablement changer.
Ici, on se confond donc en espérance. Notre souhait, c'est d'aller vers une société qui nous permette, quelle que soit la déficience, qu'elle soit motrice, auditive, intellectuelle ou visuelle, quelle que soit donc la déficience, qu'on arrive à vivre dans une société en toute indépendance, avec toute l'autonomie qu'il faut. Et c'est possible. C'est possible. Et depuis 20 ans, la Chrysalide, l'association pour l'intégration des personnes handicapées intellectuelles du Bénin, en a fait son cheval de bataille. La vie a repris sur le lac Toho, mais les activités des pêcheurs n'ont pas encore repris. Le préfet du département du Mono a pris un arrêté pour interdire toute activité sur le lac jusqu'à nouvel ordre. La pêche étant la principale activité pratiquée dans la localité, cette décision n'est pas du goût des populations qui réclament son annulation. Heureuse d'annoncer. Plus aucune activité n'est permise sur le lac Toho jusqu'à nouvel ordre. C'est l'une des mesures urgentes prises suite au drame. Il y a des patrouilles pour voir si les bonnes dames qui vendent les poissons au bord de voies sont encore en train de vendre leurs poissons. Et bon, au début, ça n'a pas été facile. Mais je crois que peu à peu, là, ça a commencé par entrer dans les habitudes parce qu'avec les sensibilisations, beaucoup ont pris peur aussi pour leur vie. Nous avons été instruits à prendre un arrêté interdisant toute activité de pêche, de commercialisation et de consommation des poissons provenant du lac Toho et de ses environs. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la berge et qui font du maraîchage. Et c'est avec l'eau du lac qu'on arrose. Il ne faut pas oublier que ça empêche beaucoup de personnes, pas seulement les pêcheurs. C'est tout un système qui est bloqué. Donc nous, on a besoin quand même de pouvoir reprendre les activités. Donc tout le monde subit quand même les conséquences de ce qui s'est passé. Vraiment, depuis une semaine maintenant, le village est en deuil. Complètement. Puisque c'est la pêche qui est notre activité, qui donne à manger à la population ici. L'arrêté préfectoral pris n'est pas du goût du fermier et des pêcheurs. Nous sommes là pour administrer les vivants et non les morts. Donc, on leur dit que c'est de leur intérêt aussi. Parce que laisser les poissons se reposer pendant 2 semaines, il aura encore vie dans le lac. Et quand ils vont partir encore pêcher, ils vont trouver encore plus de poissons sans y mettre quand même des insecticides ou bien des pesticides. Là. Donc je crois que ça va de leur intérêt. Là où j'en suis aujourd'hui, je ne peux que reprendre. Parce que je ne peux pas arriver à ce point et me retourner. Donc je ne peux que reprendre. Le problème, c'est déjà de savoir sur quelle base il faut reprendre. C'est déjà de savoir comment est-ce que le produit s'est retrouvé dans l'eau, quelle est la nature du produit et quel est son degré de toxicité. Et quand est-ce que le lac sera encore, c'est-à-dire propice à de telles pratiques. Donc c'est ce qui est très important pour moi aujourd'hui. 10 jours après le drame, la vie semble reprendre dans le lac Toho. On a sorti des poissons du fond du lac et ces poissons-là sont vivants. Ça veut dire qu'il y a encore vie dans le lac. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Allez, merci beaucoup à vous, Amadine Bossou, et très bon week-end à vous. On signe notre retour en plateau avec Samson Adjako pour parler de son projet, vendre la destination Bénin par le cinéma. Il y a quand même une contradiction qu'on avait notée entre-temps avant de repartir vers la rédaction pour un film qui vend la destination Bénin, vous avez choisi en tout cas comme système de financement, le crowdfunding, qui n'est formellement pas favorisé en tout cas au Bénin. Comment comptez-vous procéder, Samson? Oui, vous savez, merci pour cette question pertinente. Il faut démarrer un jour pour convaincre les uns les autres de s'intéresser de plus en plus à notre pays. Il n'y a pas de plateforme formelle qui intègre le Bénin pour un crowdfunding.
Et c'est déjà une façon de lancer un cri d'appel. Parce que le contournement que nous avons trouvé, c'est de pouvoir avoir des répondants en France, qui constituent donc nos répondants avec ces plateformes-là, quitte à ce que le financement qui en découlerait soit reversé à notre niveau. En fait, le crowdfunding, dans le principe, c'est du financement participatif. C'est qui vous permet de passer sur une antenne, qui vous permet d'avoir du matériel, qui vous permet de... Voilà. Et ça, il faut déjà dire que ce mouvement que nous avons mis en place, nous le sentons favorablement parce que nous recevons des appels de part et d'autre qui nous disent « Oui, je suis prêt à faire ci, je suis prêt à faire ça ». C'est déjà ça du crowdfunding. Okay. Maintenant, de façon formelle, il y a des plateformes qui vous permettent de toucher les gens de par le monde. Et c'est de ça que je parle en disant que le Bénin n'est pas intégré de façon formelle, mais nous avons trouvé un moyen de contournement qui permettrait à tous les Béninois du monde de pouvoir se sentir producteurs sur cette œuvre et d'apporter ce qu'ils peuvent d'une façon ou d'une autre. Et ça dit que c'est un appel lancé également au public béninois. Absolument. À tous les investisseurs béninois également. Parce que vous savez, une œuvre, c'est une synergie. Le cinéma, c'est toute une équipe. C'est aussi le public qui vous soutient, qui a envie que ce film soit porté à l'écran et qu'ils puissent le revoir en retour avec cette fierté nationale-là. Et ça donne le moyen pour nous de leur demander de se joindre à travers leurs énergies positives, leurs pensées positives, mais aussi pour ceux qui peuvent, en accompagnant d'1 franc, 2 francs le projet, et pourquoi pas d'autres projets aussi béninois, pour que le Bénin soit fortement représenté au prochain FESPACO 2019, et dans tous les festivals du monde. Alors, parlant bien sûr toujours de ce système, cette plateforme de financement de votre projet, le crowdfunding, est-ce que les Béninois peuvent également participer à cette... Absolument. Pas que les Béninois, n'importe quel citoyen du monde qui se sent intéressé par ce projet, qui a envie surtout de voir ce projet naître. Oui. Pourra, dans un système de financement régulé par les finances du monde, peut donner 1 franc, 2 francs qui est reversé. Est-ce qu'il y a déjà des liens créés pour pouvoir absolument, avoir accès à absolument. Absolument. Et en fait, nous sommes en train de finaliser tout ça parce qu'il y a toute une campagne de communication qui se fait autour et qui ne dure pas plus de 60 jours. Donc, voilà, nous sommes actuellement pour parler, vous savez, à l'international, les choses se font dans une réglementation très forte. C'est vraiment strict. Donc, voilà, il y a une étude, il y a un processus. Voilà, c'est pas facile. Nous avons décidé d'essayer. Nous sommes en train d'essayer et on verra jusqu'où ça nous portera. Voilà, tout simplement. Alors, le projet global, ça coûte combien? C'est un projet ambitieux. À la base, c'est un projet qui coûte 170 millions de francs CFA. 170 millions de francs CFA. Le gouvernement béninois compte y faire quoi? Vous avez parlé de promesses. Nous sommes en train de faire des démarches au niveau du gouvernement béninois. Nous savons qu'ils nous feront amende honorable et qui nous porteront un écho favorable. Mais pour le moment, nous comptons sur nous-mêmes, sur ce financement participatif, sur nos propres forces, avec donc aussi une société de production parraine, qui est donc Lara Production, qui s'engage à apporter le maximum. Le maximum. Pour que dans tous les cas, le film puisse voir le jour. En tout cas, la vision, c'est de vendre la destination Bénin, mais aussi de permettre en tout cas au pays d'être représentatif au niveau bien sûr du FESPACO déjà 2019. Absolument, 2019. Voilà, parce que c'est un peu une gageure pour moi de pouvoir... attention, le FESPACO 2019, c'est le 50e. Le FESPACO aura 50 ans. Et on parle du plus grand festival panafricain de cinéma. Et voilà, et nous avons déjà une chance énorme que Sylvestre Amoussou nous revienne en 2017 avec les talents d'argent. Et donc, le Bénin a intérêt à mettre en place un lobbying très fort pour se faire représenter par les cinéastes béninois. Parce que le FESPACO, ça se prépare. Ça se prépare. Nous sommes déjà très en retard parce que nos collègues de l'autre côté, du Burkina, du Sénégal et tout ça, sont déjà en post-production. Alors là, nous nous battons pour que quand même, au moins, nous ayons un ou deux longs métrages, environ 5 courts-métrages et des documentaires, des séries. Des séries. Pour que le Bénin, quand même, puisse... Le tournage commence quand?
Alors nous prévu, lançons, voilà. si tout va bien, Voilà. si Dieu est dans nos barques, nous lançons le tournage en août. En août. Nous aurons donc la phase de casting qui va démarrer en fin juin. Ah, ok. Voilà, nous aurons quelques jours de répétition et nous tournons véritablement en août. En août. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau porter cette information qui valorise bien évidemment le Bénin, qui vend la destination Bénin à travers bien sûr le cinéma. Une information portée bien sûr aux téléspectateurs de BBF24 et aux fidèles bien sûr de Grand Rendez-vous. Merci beaucoup Samson Diakho. On peut que vous souhaiter du courage et vraiment félicitations, du courage parce que quand on prend des initiatives au Bénin, il faut vraiment du courage pour aller jusqu'au bout. Oui. Pour aller jusqu'au bout. Vraiment. Absolument. Merci beaucoup à vous. Merci. À très très bientôt. Et on va peut-être se retrouver, pourquoi pas, sur ce plateau pour parler de la participation FESPACO avec ce film. Voilà. En tout cas, c'est tout notre espoir également sur le grand rendez-vous. Et là, nous allons continuer. Oui, continuer. C'est juste un dernier coup de regard sur ce grand rendez-vous. Il s'agit bien sûr de suivre la météo pour clôturer. On peut donc le dire, hein, merci à tous d'avoir passé cette semaine de travail avec nous sur le grand rendez-vous. On se retrouve déjà lundi pour un nouveau package de 5 autres grands rendez-vous, toujours sur BB24. Bon week-end à chacun et à tous. Ciao.